Dis-moi Philippe, quelle est la réserve d'eau douce de l'Hermione? Il y a 12 mètres cubes de capacité. Je peux en produire 7000 par jour. Et vous en consommez, suivant les jours, 6000. D'accord. Doc, en l'occurrence les docs, comment est assuré le suivi médical de l'équipage? C'est une vaste question. Le suivi médical de l'équipage. Alors, il y a une visite médicale tous les matins avant de prendre le car pour s'assurer qu'ils ont des bons muscles, des bonnes dents et que des mains propres pour ceux qui sont à la cuisine. Voilà, comme ça permet d'avoir une force de frappe pour les huniers et tarquets et puis des bonnes conditions d'hygiène pour la cuisine. Et on regarde s'ils ont toujours un cerveau le matin, ce qui n'est pas toujours évident. Surtout les lendemains d'escale, enfin bon, ça c'est confidentiel médical, hein, Hippocrate. Alors, sinon, ils remplissent un dossier avant l'embarquement. On leur demande leurs antécédents médicaux. Ils sont déjà soumis à une sélection médicale, en particulier dans certains cas, en fonction de l'âge, des pathologies. On leur demande tous d'avoir un bon suivi dentaire et d'avoir fait une visite chez le dentiste quelques semaines avant le départ, parce qu'ici on n'a quand même pas grand chose pour soigner les dents. Voilà, et puis après, ils viennent nous voir quand ils ont un souci et on fait avec ce qu'on a. En fait, avec tous les médecins qui vont participer au grand voyage de l'Hermione, on est à peu près 6-7 médecins. On avait réfléchi déjà depuis les essais 2014 à la dotation médicale pour l'Hermione, parce que c'est vrai que c'est pas facile de savoir qu'est-ce qu'on aura comme pathologie, quels besoins on aura, qu'est-ce qu'on pourra faire vraiment sur le bateau en étant au milieu de l'Atlantique. Donc on a toute une série quand même de matériel, de médicaments qu'on a embarqué, qui pour l'instant s'avère tout à fait suffisant, sachant qu'on appuie, on a aussi à bord des pompiers, des secouristes, des sauveteurs en mer, des infirmiers, donc on a presque un petit staff médical à bord pour les 80 gabiers, c'est assez confortable. Après la grosse question c'était qui va s'occuper du suivi médical du médecin. Donc on a pris 2 médecins, comme ça, quand il est malade, je le soigne et vice versa. Voilà. Il y a quelqu'un qui a demandé, est-ce que vous allez faire un bout du voyage avec les instruments d'époque, sextant, lock, chronomètre, voire sablier? Eh bien non. On a le sextant, mais on s'en sert juste pour le plaisir et puis pas beaucoup en fait. Et chronomètre sablier, on n'a pas. Et lock, on en a un en cours de construction pour le plaisir, mais qui n'est pas terminé. D'accord. Et aussi, il y a quelqu'un qui a demandé combien est-ce qu'il y a de filles à bord? À peu près un tiers de l'équipage. Il y a 4 filles à l'équipage professionnel et un tiers de l'effectif chez les volontaires. Ok. Merci Charlène. De rien. Les dire ont disparu des gréements des grands voiliers au 19e siècle et même avant. Quelle est son utilité versus sa gêne pour la manœuvre dans le cas de l'Hermione? La civerdière, c'est une voile formidable parce que de par sa surface, elle fait quand même 126 mètres carrés. Et c'est énorme pour l'équilibre du navire lorsqu'on est au près notamment. Ça remplace encore plus avantageusement un phoque. Notre grand phoque il fait 75 mètres carrés, c'est le plus grand et on est obligé de l'amener assez rapidement avec le vent force. La civadière on peut la garder, on a vu jusqu'à 30 nœuds. Donc c'est une voile qui est un formidable équilibre pour la voilure de route. Et aussi surtout au portant, on le voit, c'est une voile qui amène de la propulsion énormément avec sa surface, puisqu'elle récupère tous les vents, tout le vent qui passe sous la misaine. Donc c'est une voile de propulsion qui doit nous faire gagner à peu près un demi-nœud. Voilà. Donc c'est une voile très très intéressante, avec un seul inconvénient, effectivement, c'est qu'on ne voit rien devant. Bon, on met le veilleur dans le beaupré. C'est ça la raison pour laquelle ça a disparu Oui, ça a disparu pour des raisons de simplification, parce que on voit que c'est plus difficile à carguer, serrer, mettre un riz qu'un phoque, évidemment. Un phoque, ça se lisse en quelques minutes. Là, il faut des fois une demi-heure pour prendre le riz et établir la civadière. Parce que ça forçait aussi à avoir un mât de beaupré très, très appliqué. Alors pour les phoques, c'est plus intéressant d'avoir des mâts de beaupré avec moins d'angle. Voilà, il y a un tas de raisons qui ont fait que la civadière a disparu. Ceci dit, la civadière, c'était l'ancienne Dolonique des Grecs. C'est une voile qui avait déjà plus de 2000 ans. Donc, on comprend qu'ils aient eu du mal à l'abandonner. Ma question, commandant de l'Hermione Cario, commandant de l'Amérique approche, quel est l'état d'esprit de l'équipage à ce moment du voyage? État d'esprit,
C'est une double sensation, je pense, à bord. D'une part, un petit peu, les gens commencent à voir la fin du voyage, donc un petit peu de la tristesse peut-être, ou peut-être mélancolie qui va commencer à poindre, puisque c'est la fin, comme toutes les fins. Et en même temps, une certaine excitation, effectivement, à passer sur autre chose, à arriver aux États-Unis, à savoir qu'il y a un accueil qui nous attend, que voilà, c'est un double sentiment, je pense, à bord. On pourrait croire que tout le monde a hâte d'arriver, mais en même temps on n'a pas trop hâte, on a envie que ça se prolonge un peu, parce qu'on sait qu'on va passer dans quelque chose de complètement différent, totalement autre, et qui va quand même être assez difficile, avec un rythme très soutenu, avec beaucoup de contact avec le public. Alors quand on vient du grand large, c'est toujours difficile tout d'un coup d'être heurté à la foule. On voit pas grand monde ici, on est dans un petit univers, on est au large, on voit personne. Et ça fait une transition toujours assez difficile. Je vois sur la photo que le commandant dans la grande chambre, les tables de bouche, quelles sont-elles? Dans les tables de bouche, il n'y en a que 3 dans la grande chambre, qui sont liées aux faits historiques de l'Hermione. Il y a une table de bouche de la frégate Lafayette, une table de bouche de la frégate Latouche-Tréville et une table de bouche de l'Hermione. Il y en a 3. Antoine, est-ce qu'on est toujours en contact avec K8? Alors K8 nous a laissé au départ de Las Palmas, là, il est resté quelques jours avec nous et il nous a laissé parce qu'il n'a pas du tout les mêmes options météo que nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même gréement, donc pas la même manière de naviguer. Et donc forcément, lui n'a pas pris les mêmes routes que nous. En plus de ça, il est un peu plus rapide. Il a quelques siècles de moins que nous. Ça marche. Et est-ce qu'on croise des cargos? Il y a quelqu'un qui demande si on croise des cargos qui se demandent s'ils n'ont pas la berlue. S'ils n'ont pas la berlue. C'est-à-dire la berlue. En gros, il y a des gens qui demandent si les cargos hallucinent pas de nous croiser. Enfin, si on en croise et s'ils hallucinent pas un petit peu. On a croisé quoi là depuis le départ des Canaries, on a dû croiser une dizaine de cargos. Alors c'est marrant parce qu'on a des instruments nautiques qui nous permettent de savoir où ils vont, d'où ils viennent. En l'occurrence là ils se baladaient pas mal entre le Brésil ou Panama et puis l'Europe. Et donc voilà, on n'est jamais passé très près, mais on est passé à 2000 à peu près, 2 à 5000, 2. C'est marrant de rencontrer au milieu de l'Atlantique, de rencontrer des bateaux. Il n'y en a pas un qui a klaxonné, qui a mis des coups de corne et tout ça, non? C'était avant les Canaries? Ouais, c'était avant les Canaries. Après, dans les meilleurs souvenirs qu'on puisse avoir d'un cargo, c'est un cargo qu'on a croisé mais pendant les essais en mer. Donc là, c'était dans le golfe de Gascogne. Et c'était marrant parce que le bonhomme avait passé une demi-heure à discuter avec nous à la VHF en nous disant que le bateau était magnifique, il était incroyable, il était beau, voilà. On ne sait pas trop quoi lui répondre, mais il avait fait usage de pas mal de superlatifs. Ouais. Ah et si, attends, on n'a pas croisé un ancien bateau à toi aussi? Ah ouais, si, ça c'était marrant, ouais. C'était au large du Portugal, donc on descendait le long des côtes du Portugal, et on a croisé un bateau que je connaissais bien parce que j'avais navigué dessus pendant 2 ans, donc ça fait c'est ça, 1 an effectif à bord. J'ai passé 1 an sur ce bateau, donc on les a appelés, on a communiqué. Puis c'était sympa de montrer aux autres gars du bord ce sur quoi on peut naviguer aussi quand on fait la marine marchande. Donc voilà, on croise un peu de monde et puis parfois du monde qu'on connaît. Ok. On demandait s'il y avait les constructeurs du bateau qui avaient embarqué. Et alors, quelque part, il y en a 2 là, non? Ouais, c'est une bonne coïncidence, il y en a 2. Ouais. Nicolas Massé, gréeur. Ouais. Aurélien Vélo, forgeron. Il n'y a pas que nous, il y a aussi Jens. Jens, c'est un sacré constructeur aussi. Ouais. Attends, réfléchissons, faisons le tour. Et il y en a d'autres qui vont embarquer. Ouais, qui vont arriver. On a les charpentiers là, l'équipe. Il y a Olivier, Ambroise et Youn qui arrivent à Halifax. Ouais. Puis Anne. Et oui. Anne Renaud, mais si on la va lire. Mais bon, c'est les voiles, c'est pas pareil.